le New World Forum, la France annonce la suspension de son aide au développement au Mali. Mais qu'en pensez-vous? Vos réactions maintenant au plus 228 96 46 10 31 pour la seconde partie de New World Forum. Et entre-temps, nous continuons notre discussion avec nos invités au plateau. Le père Pierre-Marie Chanel-Feuillon, il est l'aumônier des cadres catholiques, aumônier national. Il est en compagnie de l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur et journaliste togolais Sogoyou Kegewe. Avant donc de retrouver nos téléspectateurs avec leurs questions, finalement, Monsieur Kegewe, je voudrais vous dire, c'est quand même logique cette suspension de la coopération de la France avec le Mali au regard de l'inimitié entre les deux pays depuis un moment. Mais la coopération entre le Mali et la France ne doit pas dépendre des humeurs de Macron. Macron n'est rien. C'est un citoyen sur 60 millions de Français. Le président de la France. Je dis c'est un citoyen sur 60 millions de Français. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais ce n'est pas parce que, il a imposé une horrible, féroce dictature. Avec sa junte, ils ont imposé une féroce dictature à la France, à tel point que même à l'Assemblée nationale, on ne prend aucune décision. Dès qu'il a une bonne décision à prendre, il crée un appendice du n'importe quoi et les gens vont décider au dos de l'Assemblée nationale. Mais, écoutez, revenons à l'aide. La France a justifié en disant qu'elle coupe l'aide parce que les Maliens travaillent avec Wagner. Les Maliens ont redit 1000 fois que Wagner, nous, on ne connaît pas. Mais on travaille avec les Russes. Dis-moi, Gilles, si les Russes sont aussi mauvais, infréquentables, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Occident, dont la France, mange grâce au blé russe. Nous, on mange encore grâce au maïs que nous cultivons. Tout le monde sait que les Européens aujourd'hui, quoi qu'ils disent embargo sur embargo, se chauffent et s'éclairent en partie grâce au gaz russe. Tout le monde sait aujourd'hui que la France, qui est à la pointe de la physique de l'énergie nucléaire, avec son dernier né, l'EPR de centrale nucléaire, a la pièce principale, l'aimant, c'est du colossal, j'ai vu les images, que c'est les Russes qui lui ont livré ça malgré la guerre et les embargos. Pourquoi? Parce qu'un pays africain dit bonjour à un Russe, lui on le coupe l'aide. Vous vivez, vous existez aujourd'hui en Europe grâce à Poutine. Si Poutine était aussi mauvais que vous, l'Europe aurait déjà disparu. Et pendant que vous faites de bonnes affaires, les Américains achètent encore le pétrole russe, et on nous dit, nous, non, si on voit un Russe chez vous, c'est Wagner. Qui nous dit que ce n'est pas les hommes de Wagner qui sécurisent le blé russe qui va jusqu'en Europe? Qui nous dit que ce n'est pas les hommes de Wagner qui ont sécurisé l'immense pièce de l'EPR de la centrale nucléaire française pour l'amener jusqu'à Marseille? Qui nous dit que ce n'est pas les gens de Wagner qui sécurisent les gazoducs qui amènent le gaz en Europe? C'est quoi ce discours débile? Alors, c'est quoi? Wagner, c'est quoi? Nous, on ne connaît pas Wagner. Aucun officiel malien n'a jamais dit qu'il travaille avec Wagner. Alors, si on va couper l'aide à un pays parce qu'il travaille avec Wagner, sans avoir prouvé qu'il y a Wagner, vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez vraiment ça sérieux? Vous-même, Français, vous êtes en train de vivre grâce aux Russes. Le bleu russe, le gaz russe, les pièces de haute technologie russe pour vos centrales nucléaires. Mais soyez sérieux. Il peut trouver une autre approche, un autre argument. Il faut dire que, on a chassé Barkhane, l'armée française n'arrive plus à faire leur paillage sauvage dans les savanes du Mali. Et il peut donner tout ça, nous on va les écouter. Mais l'argument qu'il donne est faux. Mais avant de retrouver les téléspectateurs, quelles peuvent être les conséquences de cette annonce? Est-ce que c'est un coup de pied dans l'eau? Ça peut avoir des répercussions. Quand même, ce sont des appuis budgétaires parfois pour payer les salaires, mon père Afognon. Oui, moi je ne suis pas politologue, mais je sais que l'Église catholique prône la collaboration entre les nations. Je l'ai déjà dit, et un des principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire de l'enseignement de l'Église en matière de la politique et de l'économie, c'est justement la destination universelle des biens. Les biens de la terre appartiennent à tous les humains.
même s'il est vrai que chaque nation a, comme vous dites, ses biens propres, son budget et tout. Et j'ai parlé aussi de la solidarité entre les nations et les peuples. Mais comme j'ai eu à le dire, il y a des valeurs qui gouvernent cette solidarité, notamment la vérité, la justice, et la solidarité et la liberté comme valeur. Est-ce que ça existe dans ce qu'on appelle l'aide au développement? Les politologues vont répondre à la question, mais personnellement, j'estime que quand on fait la relecture du nombre d'années où nous avons bénéficié de ce qui est appelé l'aide au développement, le cas du Mali, à mon humble avis, devait interpeller l'ensemble des pays de l'Afrique, particulièrement l'Union africaine. Jusqu'à quand on peut prétendre que nous voudrions nous développer à partir de l'aide? L'aide, par définition, est un apport pour redresser une situation. C'est comme si moi, aujourd'hui, Père Afognon, je vais aider quelqu'un jusqu'à le prendre en charge totalement. Le nom dit que c'est l'aide. Et normalement, on n'aide pas indéfiniment quelqu'un. Il y a un moment où on doit arrêter l'aide. Il se trouve que ce qui se passe au Mali, l'arrêt est comme si on veut punir. C'est comme si tu enlèves l'argent du petit déjeuner à ton garçon parce que, bon, il est en train de poser des actes qui vont contrecarrer un peu ton autorité. Bon, moi, je pense que le Mali... Est-ce que c'est un mal pour un bien, finalement, cette rupture avec la France, sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan de la coopération maintenant? Est-ce que ça va pousser les Maliens à rechercher leur développement dans leur propre trip? J'espère que les leaders maliens, les intellectuels maliens, les décideurs maliens, les ressources humaines maliennes, parce que c'est la première richesse d'un pays, les ressources humaines. J'espère que les ressources humaines du Mali vont pouvoir être ensemble, sans se laisser infiltrer, pour relever ce défi. Parce que je me rappelle, quand on a appliqué les sanctions au Mali, il était dit qu'ils ne pouvaient pas payer les salaires et les Maliens vont se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir. Le Mali a prouvé le contraire. Il n'y a pas eu des rébellions, il y a eu plutôt le soutien de la population et je crois que les salaires ont été payés. Et c'est l'occasion de dire merci aux autres pays africains qui ne laissent pas tomber le Mali. Moi, j'ai été choqué comme Africain et ensuite comme un prêtre qu'à un moment donné, des voisins, excepté, je crois, la Guinée, au sein de la CEDEAO, ont éjecté nos propres frères maliens. Je félicite ceux qui ont dû quand même mettre l'eau dans le vin pour que ces sanctions soient levées. Comment nous pouvons participer à des sanctions contre nos propres frères? Quand on sait que ce qu'on leur reproche, à savoir les coups d'État, il y a d'autres formes de coups d'État qu'on peut rencontrer sur le continent. Je pense quand même que ce que le Mali fait repose aussi sur son histoire. C'est des populations qui viennent des grands royaumes historiquement enfouis. Mais c'est chez eux déjà, avant Christophe Colomb, qu'il y a eu des relations avec l'Amérique. C'est chez eux qu'on a trouvé des universités déjà au Moyen-Âge. Donc je pense que le Mali incarne la fierté de l'Afrique. Et maintenant, est-ce que cette façon de faire ne va pas créer de déséquilibre dans leur budget? Certainement oui. Parce que, bon, ça vient comme ça, de façon brusque, mais en même temps, je l'ai déjà dit, j'espère que les ressources humaines maliennes vont saisir cette occasion pour mieux se mobiliser et mieux gérer leurs ressources, mieux exploiter ce qu'ils ont et avoir plus d'autonomie. Et j'espère que les autres pays africains pourront être cette fois-ci solidaires. Parce que je ne sais pas quel est le pays africain
qui doit continuer à croire qu'avec l'aide de la France, nous allons nous développer. C'est de l'illusion. Même préparer cette émission et puis discuter avec quelques autorités maliennes qui ont quand même assuré que l'aide au développement en question, essentiellement des dons, enfin je dis des appuis pour des bourses étrangères et des appuis directs, des appuis budgétaires. Cette coopération n'existait plus depuis un moment. Oui. En réalité, la rupture de l'aide au développement au Mali, c'est dans la logique du coup d'État permanent que Macron organise contre Assimi Goïta depuis qu'il est venu au pouvoir. D'abord, il a obtenu des sanctions complètement délirantes, idiotes, criminelles contre le Mali, avec l'aide des gens qui se disent présidents africains. Ça n'a pas marché. Il a coopté son principal valet dans l'Afrique de l'Ouest, qui a envoyé des mercenaires jusqu'à Bamako, dans l'espoir de tuer Assimi Goïta. Les mercenaires sont aujourd'hui en prison. Ils ont essayé tout, ça ne marche pas, et on coupe les deux développements. Je vous dis, je répète, les Maliens sont des commerçants, des hommes d'affaires. 2 ou 3 hommes d'affaires maliens peuvent donner à l'État malien l'équivalent de ce que la France lui donnait par an. Si vous avez des amis maliens, posez-leur la question, ils vont confirmer. Ça, c'est un. De deux, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en un mot, la coupure de choses... La suspension de l'aide au développement. Non, les sanctions de la CEDEAO faisaient plus mal que la fameuse rupture. Maintenant, le Mali est revenu dans la CEDEAO, les Maliens vont travailler, ils ont des ressources illimitées, et je vous dis qu'avec Goïta, dans 10-15 ans, les Français viendront demander l'aide au développement aux Maliens. Nous allons demander l'avis des téléspectateurs. Amadou nous écrit de Zender au Niger, par exemple, juste pour vous encourager et vous saluer. Merci à vous, Amadou. Nous avons reçu votre message de Zender au Niger. Au Niger également, Fabrice Yomi nous a écrit bonjour à mon papa Kegewe Sogoyu et bonjour à mon père Afognon. La France n'a plus les armes pour menacer le Mali. Il peut créer sa propre monnaie et se libérer totalement de la France. Aujourd'hui, la France est devenue un petit pays que les Africains dignes ne doivent pas compter sur elle pour se développer. Fabrice Yomi depuis Niamey. La question de la monnaie a été évoquée également. La prochaine étape du Mali, c'est la rupture avec le franc CFA, mon père. Oui, moi je crois qu'il y a eu tellement de travail. Une fois encore, je ne suis pas économiste, mais de par mes lectures et informations, il y a eu tellement de travail pour se débarrasser du franc CFA et toute la conception coloniale qui est au soubassement, avec une injustice très grave que c'est la France qui doit contrôler les devises de nos pays. Et c'est avec joie que, comme Africains, on avait même été informés qu'on va passer du franc français à une monnaie africaine sous-régionale. Mais tout de suite, on a vu comment les choses ont été court-circuitées. Et pour finir, ce qu'il fallait faire, c'est de donner un nom à une monnaie, l'écho, mais la réalité de la monnaie ne change pas. On change simplement le nom. C'est ce que l'Église dit. J'ai cité la doctrine sociale de l'Église, le numéro 433. Mais quand les choses sont organisées sur la tromperie, sur cette duplicité, ça devient très grave. Donc, si le Mali, avec cette rupture qui aboutit aujourd'hui à l'arrêt de l'aide au développement, peut parvenir à sortir du franc CFA, je crois que c'est le désir de tous les Africains. Et les pionniers de l'indépendance ont toujours voulu ça. On peut évoquer Modibo Keïta aussi. Donc la question de la monnaie est une question de souveraineté. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je parle comme le commun des citoyens. Mais comment on peut laisser un élément de souveraineté dans les mains d'un autre pays? Je crois que c'est le président français Charles de Gaulle qui l'a dit, que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Je peux me tromper, peut-être que c'est pas lui, mais en tout cas, un homme politique, c'est la parole d'un homme politique français. Si la France n'a que des intérêts, comment est-ce que l'élément de souveraineté qui est la monnaie doit être dans ses mains jusqu'à ce jour?
Courage aux Maliens, que les ressources humaines maliennes se coalisent comme il faut pour saisir cette occasion peut-être comme un élément de libération coloniale au niveau économique et pour devenir un exemple pour tous les autres pays. Et peut-être par là, nous allons rattraper tout ce que les pionniers de l'indépendance ont déjà pensé. Merci. Je voulais juste ajouter que le retrait de la chambre de la mort qu'est le franc CFA pour nos pays, c'est la chambre de la mort et le franc CFA, n'est pas le seul problème du Mali. C'est le problème de tous ces pays africains, 14 ans durant, qui ont un genou clouté. Je dis bien, ce n'est pas un genou normal, un genou clouté sous le cou des Africains. C'est ensemble que ces 14 pays doivent dégager ce genou clouté qui les saigne à la carotide et que ensemble ou même individuellement chacun fasse sa monnaie. C'est grâce à la monnaie que la France nous vole. C'est grâce à la monnaie que la France nous soumet à l'esclavage. C'est grâce à la monnaie que tous les malheurs nous arrivent. Aujourd'hui, des guerrilleros, des djihadistes se promènent dans la savane avec plus d'argent que nos États. Et quel argent? Le franc CFA. Il faudrait qu'on nous explique ça un jour. Donc, le Mali, s'il veut sortir du franc CFA, on lui conseille de faire ça avec les autres. Mais lui seul peut le faire. Oui, nous allons à Kara, Richard Tagba qui nous a encore écrit: la suspension de l'aide au développement de la France au Mali était prévisible, tant les relations sont très précaires entre les deux pays. En réalité, les relations politiques normalement ne devraient pas brouiller celles sociales, mais chacun a frappé son adversaire là où ça fait mal. Moi, je pense véritablement que cette histoire de l'aide au développement doit nous interpeller, surtout nos dirigeants, à repenser la gouvernance de nos pays, de rêver le développement, d'avoir une vision claire au lieu de se réfugier dans des accords bidons qui sont plutôt les peuples. L'Afrique n'est pas pauvre, nous avons quelque chose pour nous développer, les ressources naturelles, mais nous sommes pauvres dans nos mentalités, les coups bas, le sabotage, le gain personnel. Sinon, les pays africains peuvent avoir des relations entre eux et se développer au lieu de compter sur ces Européens qui nous noient plutôt. Se noyer, il écrit. Merci et bien de choses. Merci. À Richard Tagba, on vous souhaite de bonnes conditions de réception de la Coupe du Monde. C'est vous qui démarre dans quelques minutes sur New World Sport 1, le match d'ouverture. Je l'ai rappelé tantôt, c'est entre le Qatar et l'Équateur. Une brochette de consultants pour vous servir. Je vous les rappelle encore pour les plateaux, les deux plateaux du jour. Salim Boumgali, Basile Boli, Bonaventure Kalou, Eric Rabessan Ratana, Stéphane Bia, Erita Ilunga, Patrick Mowa, ils seront tous au plateau, avec aux commentaires Smaïl Boabedela et puis Benoît Chérou. C'est sur New World Sport 1 à suivre aujourd'hui le match d'ouverture. Un coup de maître avec ces consultants, je suis complètement ébahi, abasourdi, émerveillé. Ouais, sous la supervision de Christian Jean-Pierre, que nous saluons au passage, de même que l'équipe de Lomé dirigée par notre collègue Augustin Mégan, le directeur de la chaîne des sports. Nous vous saluons avec son assistant Anthony Plat. Merci pour tout le travail effectué, de même que les journalistes togolais qui vont rejoindre cette équipe très prochainement pour la retransmission en direct des matchs de la Coupe du Monde sur votre chaîne préférée. Bonsoir à la direction de New One Info. Je tiens à vous remercier pour votre super émission. C'est Séverin depuis le Bénin. J'ai eu une préoccupation en dehors de l'émission. Puis-je poser cette question? On va se retrouver. Si c'est d'intérêt public, vous pouvez toujours la poser. Et ça me rappelle notre ami Bino, qu'on n'a plus lu depuis un moment. Jacques de Sokode nous a écrit: salut New One. Surtout merci pour le choix judicieux des sujets et des invités. Et il n'y a qu'un prédateur menteur, pilleur des ressources humaines pour soutenir que l'Afrique est pauvre, sachant bien que c'est le contraire. La seule pauvreté que moi j'attribue à l'Afrique réside dans l'incapacité de nous unir et de continuer à croire que notre salut réside dans un partenariat avec les cancres de colonisateurs. Si les pays d'Afrique se décident d'accéder à l'étape d'intégration des peuples en lieu et place de la coopération, l'Afrique serait incomparable. L'Africain doit comprendre que Dieu ne soutiendra jamais un oisif, un passif. Nous devons nous réveiller. Jacques depuis Sokode. Mais il a mis le doigt sur une plaie africaine, les difficultés à se mettre ensemble. Pourquoi? Je vais poser la question au prêtre aussi.
ce n'est pas propre aux Africains. Vous savez, même les Américains aujourd'hui, vous savez combien de guerres ils ont dû mener entre les guerres civiles, même les Français. Mais ce n'est pas facile. Il faut des hommes éclairés. Il faut des leaders éclairés, charismatiques, complètement plongés dans l'intérêt de leur population. Il faut, s'il le faut, forcer cette unité. Parce que chez les autres, l'unité, c'est faite à coup de guerre. On n'a plus besoin de guerre aujourd'hui. On peut convaincre, expliquer aux gens pourquoi nous devons être ensemble. Je crois que c'est ces leaders-là que l'Afrique doit appeler de tous ses voeux. Ceux qui aujourd'hui sont déjà en place essayent de le faire, nous devons les soutenir. Mais malheureusement, quand quelqu'un lève le doigt plus ou moins contre la France a les moyens de retourner leur propre population, leurs oppositions, leur société civile financée par Soros, de les retourner contre les régimes qui veulent ne serait-ce que bouger un peu. Ils n'ont rien dit, ils veulent juste bouger un peu, mais ça pose problème. Moi, personnellement, le problème de l'Afrique, nous avons rancune contre nos ancêtres et nous voulons briser notre propre fondation à travers nos prières par la Bible européenne. Mon père, vous êtes interpellé. Oui, merci beaucoup. Ce que mon frère vient de dire, je partage. Nous devons non seulement prier, mais travailler grâce à l'éducation en famille, l'éducation à l'école, et les autres structures d'éducation, y compris les médias. Nous devons travailler à une conscience, à des leaders qui sont capables, comme il a si bien dit, de penser le bien commun, hein, et de se sacrifier pour ce bien commun, et d'être des porteurs de lumière. Parce que on peut simplement dire, moi je veux pas de problème, j'assume comme je peux assumer ma mission de député ou de ministre ou de chef d'État ou de responsable de structure territoriale décentralisée. Tout comme on peut se dire, mais non, moi je porte au plus profond de moi quelque chose qui épouse le bien commun et pour ça j'ose ceci, j'ose cela sans sombrer dans l'arrogance. C'est pour ça que je ne suis pas partant quand certains amis qui nous écrivent parlent de cancre et autres. Je préfère que l'on puisse s'atteler non pas aux personnes mais aux actions et qualifier les actions. Parce que ce n'est pas parce qu'on m'a manqué de respect que moi aussi je dois manquer de respect aux autres. Si on est dans cette logique, ben on ne va jamais grandir. La personne qui a de la grandeur, c'est elle qui est capable de montrer la valeur. Tu m'as manqué de respect, mais moi je te montre que ce qui fait l'humanité, c'est justement le respect. Et donc soyons vigilants pour que ceux qui disent qu'en Afrique nous ne sommes que des passionnels continuent de dire voilà, ils n'ont jamais la raison, ils n'ont que la passion. Vous démarquez de la loi de Talion. Maintenant, par rapport à l'auditeur, je pense que c'est important d'avoir la mémoire. Ouais, ou peut-être je vous rajoute, parce que ça fait, ça va dans la même veine. Oui. Kadjo depuis Niamtougou aussi, il dit dimanche passé j'ai raté le culte suite au refus de la CET de nous fournir l'énergie. Il parle de l'émission, il compare. Ma question va directement au père. Ceux qui nous ont amené la Bible, ce sont eux qui ont torturé nos aïeux jusqu'à tuer certains. Pensez-vous réellement qu'ils connaissent cette Bible et qu'il y a paradis selon eux? Ce n'est pas une manière de nous endormir. Je ne crois pas qu'un homme connaissant bien cette Bible et croyant au paradis peut agir de la sorte envers son prochain, que l'Église occidentale laisse l'Afrique aller à l'Église de l'Afrique. De plus, l'aide que la France apporte aussi est une source de misère pour l'Afrique, qu'elle cesse de nous envoyer sa misère et s'occuper de ses problèmes. Kadjo, depuis Namtougou. Donc, les deux questions se rejoignent. Alors, je voudrais humblement dire que la place des ancêtres dans notre histoire, c'est la question de la mémoire. Aucun peuple ne peut se déterminer sans l'histoire, sans la mémoire. Et donc, c'est important. Mais nous sommes ici au niveau culturel. Et personne ne peut se démarquer de son histoire personnelle. Cependant, il y a le culte des ancêtres qui est d'ordre cultuel. Ça, c'est le choix. C'est une adoration. Et vous savez, même dans la religion traditionnelle, on n'adore pas de force. La preuve, moi je suis dans l'espace éveillé.
vous allez voir que dans nos villages, tout le monde ne pratique pas la même divinité. On est libre d'adhérer à tel ou à tel. Donc la liberté religieuse était déjà consacrée chez nous. Et vous allez voir même des gens qui sont dans cette culture, mais qui ne sont pas des pratiquants de telle ou telle autre divinité. Donc tout ça montre que on ne peut pas faire croire que la religion, qui est certes un élément culturel important, est dans son déploiement nécessairement pratiqué par chaque individu. Et donc, faire mémoire de nos ancêtres, c'est capital. Mais pratiquer le culte aux ancêtres, ça c'est autre chose. On est libre de le choisir. Ceux qui l'ont choisi, l'Église estime qu'ils sont dans la religion traditionnelle africaine. Et on ne parle plus d'animisme. Ça c'est dépassé. Depuis le Concile Vatican II en 1962, on a parlé de religion traditionnelle africaine. Maintenant, ceux qui sont venus, les colons, est-ce qu'ils connaissaient la Bible? Mais c'est comme si aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils connaissent la Bible? Vous savez, il y a une façon de se dire chrétien qui est comme une forme de civilisation. Et les gens le disent aussi chez nous. Hein, nous sommes toujours catholiques dans notre famille. Ça ne veut rien dire. Parce que la question de la foi exige un engagement personnel. Si dans votre famille, vous êtes tous catholiques, toi comme catholique, qu'est-ce que tu as intégré comme valeur? Et avec ça, tu es en train d'impacter le quotidien. Catholique de génération en génération. Donc, il y a des gens aussi... Mon père, vous allez garder la parole parce que la prochaine question vous revient encore. C'est Phil de Vaposito. Le prêtre aussi tire le drap vers son côté. Ainsi, non, nous connaissons les bavures qu'a laissé l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas un État qui a plus d'or que le Vatican. Donc, pour être clair, ils peuvent aider les démunis. Mais pourquoi cherchent-ils toujours à les asservir? Sachez que le colon est parti, mais celui qui fait son boulot actuellement en Afrique, ce sont les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, etc. Pour évoluer, on doit fermer les portes des religions européennes. Bon, moi, je pense que je ne vais pas parler au nom des pasteurs, je parle au nom de l'Église catholique. Celui qui parle, peut-être il a pris l'émission en cours, j'ai déjà dit ce que le missionnaire a essayé de faire contre les ardeurs négatives du colon. Et j'ai déjà dit aussi, et je peux le répéter, le fait que l'Église n'a jamais accepté, s'il y a un document, et comme me le montre, où l'Église a accepté la colonisation comme un bien. C'est vrai qu'il y a eu cette idée de pouvoir faire de l'évangélisation quelque chose qui apporte la lumière aux Africains et tout et tout. Nous n'allons pas rester éternellement dans le passé. Notre vie, ce n'est pas que le passé, c'est le passé assumé aujourd'hui en vue de l'avenir. Je ne sais plus quel auteur qui l'a dit, mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on a fait de nous. Mais c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Il se fait qu'aujourd'hui, même en fermant les portes des églises, on ne peut que créer des problèmes au niveau social parce que la liberté religieuse est acceptée constitutionnellement chez nous. Donc, ça, c'est des idées qui ne construisent rien. Maintenant, celui qui parle, s'il est de la religion traditionnelle, et je le félicite, comment est-ce qu'il assume les valeurs de la religion traditionnelle pour apporter au Togo quelque chose qui impacte le vivre ensemble et nous permet de faire de petits pas à l'avance? Il ne s'agit pas de dire, moi je réclame la religion traditionnelle. Tu réclames et tu assumes les valeurs et comment tu l'incarnes. C'est la même chose pour les chrétiens. Oui, je voulais rebondir sur quelque chose que mon père a dit. Il dit il faut éviter des mots blessants parce que si quelqu'un t'a manqué de respect, ce n'est pas une raison pour lui manquer de respect. Je trouve que c'est un très bon conseil et je prends l'exemple de Poutine. Vous avez vu Mbalo en train de dire à Macron que Poutine m'a chargé de dire à son ami Macron. Mais à cet instant précis, si vous regardez la vidéo, regardez le visage de Macron, il aurait souhaité être partout sauf là-bas. Qu'on dise que Poutine le considère comme un ami. Par contre, Mbalo est allé chez le soulard, le drogué nazi de Kiev. Il n'a pas dit ce que Zelensky aurait pu dire à Macron. Donc, il faut toujours avoir la voix de la tolérance, les mots de tolérance.
On essaye de le faire. Envers Zelensky aussi. Non, Zelensky, quelqu'un qui est en train de faire massacrer son peuple quand même. Salut le plateau. Très ravi de vous suivre tous les dimanches. Macron n'est qu'un entre guillemets. Il sera surpris un beau jour de voir l'Afrique sortir de sa pauvreté, la France s'effondrer. Nous ne pouvons pas comprendre que Qatar, qui n'a qu'à peine 50 ans de vie, vienne organiser une Coupe du Monde fantastique et que nous n'arrivons même pas à manger 2 fois par jour et nous faisons que voir nos mines et richesses volées chaque jour par quelqu'un qui revient nous insulter. J'aimerais poser cette question à mon père. Est-ce qu'il sait que l'Église est l'opium du peuple? Disons, nous la vérité, la Bible nous dit d'être soumis, mais pas de se coucher, ni de nous laisser marcher dessus. C'est une Tandé Sylvestre qui nous écrit de Blita, au centre du Togo. Qui d'autre? Félicitations à toi Gilles pour avoir déniché un autre poids lourd pour enrichir le plateau pour nous. Il parle du père, on va vous le faire venir régulièrement. Par rapport au thème, moi je ne suis pas étonné car tous les robinets sont fermés à la France, pas la France au Mali, avec quoi elle viendra supporter, enfin, avec quoi elle viendra aider le Mali. Les Maliens même s'attendaient à ça, c'est pas nouveau et c'est un non-événement. Merci et bonne émission. C'est Isaïe qui nous écrit d'Amlame, oh là là, ça fait un moment. Isaïe, bien de choses aux amis. Il me reste, j'ai pas encore lu Guérin Kouka, la même du tout. Oui, vas-y, ça m'intéresse. Bonjour plateau, merci pour le débat. Macron est le seul président le moins respecté au monde. Ça me fait pitié quand je vois certains présidents et autorités africaines faire des courbettes devant lui. Prochainement, ce sera des fessées qu'il recevra. Le Mali est libéré, quelles que soient les œuvres ténébreuses des pays traîtres qui l'entourent. Le premier ministre par intérim du Mali, lui, il parle des forces obscurantistes. On se souvient encore de son discours devant l'Assemblée des Nations Unies. Touata nous a écrit de notre tien. Fier de retrouver mon aîné Sogoyou Kegewe. Bonsoir au prêtre. Le prêtre, il faudra qu'il arrête de nous flouer. Le missionnaire ou colon sont les mêmes qui ont détruit l'Afrique. Le colon qui pille nos ressources, c'est mieux comme missionnaire qui a tué le dieu de l'autre, désorganisé la culture et le culte des Africains. Revenons donc à la France. Le Mali est une caravane, donc le chien à bois. La caravane passe cette nouvelle décision de suspension des aides au Mali. C'est enfantin que la France n'oublie pas que le Mali est dirigé par des têtes, des cerveaux. Et chez nous en Afrique, un homme intelligent, c'est celui qui trouve solution face à un problème. Alors le Mali trouvera une solution devant cette suspension d'aide par la France. Touata nous a écrit de notre. On enchaîne parce que le temps passe vite. C'est James Delemont maintenant. Bonsoir chers compatriotes. Pour moi, nos dirigeants sont responsables en complicité avec la France de la situation que traverse l'Afrique francophone. Ils manipulent nos chefs d'État. Il faut que nous laissions les aides au développement des Occidentaux. Aucun ne se développera avec les aides. Il faut que nos dirigeants utilisent au mieux les ressources internes. Je donne 10 sur 10 à monsieur l'ambassadeur pour son intervention. Que le président du Togo le sollicite pour son conseil. James Delomé. Bonjour, merci à lui, merci à James. Le président n'a pas besoin de me solliciter pour son conseil, pour mon conseil. Le président écoute tout le monde. Il le fait déjà, qui sait? Pardon, nous sommes des citoyens togolais et chaque fois que quelqu'un a un apport, surtout quand il utilise un canal comme celui-ci, le président l'écoute et le président tient compte de ce que ses compatriotes peuvent dire, allant dans le sens de l'amélioration de la vie des Togolais. Bonjour le plateau et merci pour cette messe de l'actualité chaque dimanche après-midi. Si le poète voudrait bien nous emprunter, enfin nous prêter ce vocable, ce concept. Nous sommes vraiment très contents pour cette émission. Mais pour le sujet du jour, la question est de savoir que disent les autres pays africains face à cette insulte de la France à leur pays frère le Mali. Aucune action de solidarité pour que le colon sache que nous sommes solidaires. C'est là aussi notre plaie à penser. Kofi encore. Datapame, qui d'autre maintenant? Joseph Sogoyou, vous avez un homonyme. Ah oui, ça avait plaisir. Moi je pense pour
que l'Afrique soit développée, les gouvernements doivent lutter pour se débarrasser des colons ou couper le cordon ombilical. Les pays francophones ne sont pas indépendants. C'est la France qui continue d'imposer les présidents au peuple afin de continuer à piller ces pays. Bonne émission donc, Joseph Sogoyou. J'avais produit cette question, mon père. Oui. Est-ce que on peut réussir la décolonisation politique sans interroger la colonisation religieuse? Oui, le concept de la colonisation religieuse n'est pas mon concept parce que l'Église n'a pas une armée, l'Église n'a pas des structures qui vont contraindre. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Celui qui dit le prêtre n'a qu'à arrêter de nous flouer, bon, c'est son avis. Oui, bien sûr. Je le respecte, je le salue de tout cœur. Il viendra se confesser après. Ah non, il n'a pas péché. Que Dieu lui donne les bénédictions nécessaires. Nous, chaque jour, pratiquement, c'est une obligation pour le prêtre et surtout les dimanches. Nous prions pour ceux qui ont l'exercice de l'autorité dans les pays. Et quand l'auteur cite les religions comme opium du peuple, il doit savoir qu'il est avec un auteur qu'on appelle Karl Marx. Et que Karl Marx, sa doctrine, Lénine et d'autres ont essayé de l'appliquer à travers le communisme. Et on a vu ce que les pays communistes ont produit. Quand on a essayé d'appliquer le marxisme, et ça c'est historique, hein, on a vu ce que ça a donné en termes de violation des droits humains, en termes d'absolutisme, en termes de dégradation des relations politiques et autres. Donc, je pense que nous devons suffisamment nous arrêter sur certaines citations, aller au fond et essayer de ne pas les brandir simplement, mais de les situer dans un contexte complexe. Moi, je dois dire aussi que devant les complexités, il nous faut beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, tout le monde s'adresse à Macron, les gens lui donnent des noms et tout, mais Macron n'est que le bout de l'iceberg. Il ne faut pas oublier ça. Le système politique et économique est une entité mondialisée. Et ceux qui sont forts, ceux qui ont aujourd'hui les biens, le pouvoir à l'international, même s'ils nous donnent l'impression qu'ils sont en guerre, ils ont leur stratégie de solidarité pour ne pas faillir. Donc, on vous associe aussi régulièrement à cette mondialisation. Qu'en dites-vous, quelle est la place du Vatican, de l'Église catholique, du souverain pontife dans ce vaste mouvement qui tente à contrôler le monde? C'est ça. Il y a un autre auditeur aussi qui l'a dit, qu'il y a de l'or partout au Vatican et qu'on peut l'utiliser pour aider les pauvres. Je pense qu'il n'a pas pris le temps de voir qu'est-ce que l'Église catholique, par exemple au Togo, investit par an dans la santé, dans l'éducation et dans d'autres secteurs. Il serait bien qu'un spécialiste fasse cette étude. Mais l'idée aussi qu'il y a de l'or partout au Vatican, qu'on ramasse, je pense que ça fait partie des utopies qu'on nous sert. S'il veut, il va faire un voyage au Vatican et il reviendra avec de l'or. Je suis allé plusieurs fois, je n'ai même pas trouvé 1 euro. Donc, et l'or du Vatican, c'est de l'or aussi qui est imprimé des fois dans des choses, qui sont des choses culturelles. Par exemple, tu vas dans certaines églises, dans certaines basiliques à Rome, il y a effectivement de l'or. Mais tu vas aller les enlever parce que c'est aussi le patrimoine de l'histoire, de l'humanité. L'UNESCO a garanti ce patrimoine pour qu'on ne puisse pas déstabiliser ce que l'être humain a pu créer à un moment donné. Il y a la Banque Vaticane. Et si l'auditeur suit l'actualité, il doit savoir que depuis le pape Benoît XVI, il y a des réformes de la Banque Vaticane. Et aujourd'hui, à l'international, la Banque du Vatican est rimée aux normes au niveau des autres banques. Donc, il n'y a plus de secret. Et en Suisse aussi, il y avait eu le secret bancaire. Dans la Banque Vaticane, il y avait eu quelque chose aussi comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, quand on parle de l'argent qui est stocké là-bas, au moins quand on regarde l'action des papes et tout, on comprend qu'il y a de l'or, c'est sûr, mais des fois c'est de l'or que tu trouves dans des œuvres d'art. Est-ce qu'il faut aller les détruire? Et combien de temps ce temps peut nous aider à nous développer? Du coup, on sera encore dans l'erreur de croire que c'est Vatican qui va nous développer. C'est archi faux. C'est nous qui devons prendre
les taureaux par les cornes. Il me semble que c'est ce qu'on nous dit du Burkina aussi. Oui. Je m'étonne que vous vous étonnez des exactions coloniales françaises. Le colon n'est jamais venu pour nous aimer, mais plutôt pour s'imposer et nous exploiter sur tous les plans. Inutile donc de remettre à chaque fois vos problèmes sur le dos de la colonisation, alors que vos pays, le Togo est l'un des pays francophones qui catalyse la politique française que vous dénoncez aujourd'hui. Trouvez la cause du malheur des pays africains chez les Africains eux-mêmes, à l'instar des régimes dictatoriaux. Les dirigeants de ces pays sont-ils encore des enfants pour que tous les jours vous accusiez de façon irresponsable la France? Les dictateurs et leur entourage qui détournent les fonds au développement, les avez-vous oubliés? Bravo. Non, je ne réponds pas. Il a cité nommément le Togo. Je ne réponds pas pour le Togo. Je ne suis pas représentant du gouvernement togolais sur ce plateau. Mais ce que je sais, depuis que les problèmes se posent dans la sous-région ouest africaine, le Togo a eu une attitude africaniste, pour ne pas dire panafricaniste, c'est-à-dire que éviter qu'on torture un peuple frère comme le Mali. Ça, tout le monde le sait, et ce n'est pas un hasard si, pour finir, le Mali a accepté que le Togo joue le rôle de médiateur dans certains de ces problèmes. Maintenant, si les dirigeants africains veulent, nous savons que l'argent volé est caché en France, le receleur en droit est jugé au même titre que le voleur. Donc, on ne dit pas que la France commet toutes les fautes. Personne ne le dit. Il faut être d'ailleurs très limité intellectuellement pour le dire. Mais nos erreurs entre nous, on les gère entre Africains parce que les Français aussi gèrent leurs erreurs entre Africains. Regardez autour de Macron aujourd'hui. Mais il y a des ministres qui devaient être à la justice. Il y en a qui devaient être en prison. Macron le sait, il sait de qui je parle. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas risquer un procès, même si c'est connu. Donc, c'est aussi le Drian. Non, le Drian comment? Et l'homme de la justice même. Et la dame Ruchet de machin. Mais tous, ils traînent des casseroles. Ce n'est même pas des casseroles, c'est des timbales. Tu sais ce qu'on appelle une timbale. Donc, ils traînent des timbales, mais on leur fait rien. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique qu'autour d'un président, on peut trouver des gens qui soient critiquables. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pour vous dire que vous dites pourquoi on dit la France, mais vous voulez qu'on dise qui? Vous aussi, vous voulez qu'on dise Poutine? Mais l'Afrique a des malheurs dont on connaît les sources. Il faut relire vos cours d'histoire et au-delà des cours qu'on vous donne à l'école, à l'université, il faut aller lire ce qui se passe, il faut lire l'actualité. Par contre, je vais rebondir sur l'histoire de l'ordre du Vatican avec mon père. Est-ce que nous avons encore beaucoup de temps? Non, juste une minute. Mon père, il y a beaucoup d'or au Vatican, on ne peut pas le nier, et vous avez posé la bonne question, est-ce qu'il faut aller décrocher l'or pour le fondre, pour aider l'Afrique? Sinon, il y a beaucoup d'or au Vatican. Vous avez certains sont même dans des objets sacrés de célébration de la messe. Bien sûr. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de la Banque du Vatican, l'IOR, l'Institut des œuvres religieuses. Mais c'était un repère de gangsters. C'est là-bas qu'on blanchissait l'argent de la mafia. Vous avez bien fait de citer un pape qui est venu et qui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas prêcher Dieu, la justice et tout. Et on continue de blanchir l'argent de la mafia qui, par an, tuent des centaines de milliers de personnes à travers le monde, font le trafic des êtres humains, la prostitution, la drogue, tout. Donc si ce pape a eu le courage de rendre transparente la gestion de l'Institut des œuvres religieuses, mais bravo à lui, sinon mon père, je sais que vous en savez plus que moi. Non, mais en la matière, je crois qu'il faut qu'on soit dans ce qui est plus proche de la vérité. Vous savez, et le prophète a dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? On peut être prêtre comme Père Afognon et tomber sous le coup de l'idolâtrie de l'argent. Alors si le Père Afognon tombe dans cette idolâtrie, il va voler. Il va faire ce que tout être humain peut faire. Donc, ne prenons pas l'Église comme une entité de la perfection. L'Église est faite d'hommes. Et chaque être humain peut succomber. Dans ce sens, si au sein de la Banque Vaticane, on a succombé à certaines choses, il faut savoir que chaque fois, il y a des redressements. Mais l'être humain est rusé aussi. Et s'il veut faire le mal, il sait le faire. Quand il veut protéger ses intérêts, il sait le faire. Donc personne n'a dit que l'Église catholique, c'est une Église sans péché. Non, au contraire, au sein de l'Église catholique, il n'y a que des pécheurs en voie de sanctification. Et heureusement que tous ceux qui ont fait l'Église ne sont pas déclarés saints.
Si on déclare des saints, c'est pour dire aux autres, vous avez des modèles, vous aussi, pour devenir des saints. Donc, celui qui n'a pas envie du lingot d'or jette la première pierre. Grand coucou à mon aîné, l'ambassadeur Sogoyou, qui est toujours constant dans ce qu'il dit. Il faudrait que les Occidentaux sachent qu'ils sont les plus pauvres, les plus pauvres, parce que c'est avec eux qu'on voit un riche voler un pauvre. Comme le Mali est pauvre, pour ne pas les contaminer, il a demandé que cette bande quitte son territoire pour qu'ils se débrouillent seuls. Mais suivez mon regard, l'aide au développement FMI, Banque mondiale, est une grosse arnaque qu'aucun de nos dirigeants ne peut nier. Corneille Kwasi, qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Corneille, vous êtes bien attendu au Togo. Les petits plats sont déjà dans les grands pour vous accueillir, Corneille. Merci de votre fidélité. On va pas terminer cette émission sans faire coucou à Pierrot de la Iowa. Bonjour le doyen, bonjour mon père. Un très bon débat. Je prends l'exemple des États-Unis ici. Tous ceux qui reçoivent les aides de l'État ne s'épanouissent pas. Prenons la ville de Chicago dans le Midwest où la majorité vit des aides et devient oisif. Cela entraîne des violences de toutes sortes. Nous ne pouvons jamais nous développer en Afrique avec ces histoires d'aide au développement. Merci beaucoup Pierrot de votre fidélité. Même depuis les États-Unis, vous êtes avec nous tous les dimanches, de même que les très 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 nombreux téléspectateurs, comme par exemple qui 223, son message n'est pas encore totalement affiché, mais il me semble que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On va conclure en 30 secondes chacun. Je commence avec qui Nous aimerions honnêtement ne plus avoir à parler de la France. Si Macron cesse de nous infantiliser, de nous insulter à tout bout. La France n'est pas notre ennemi, mais Macron et sa politique négrière sont nos ennemis. Voilà le problème. Donc, tout ce qu'il s'agit, que tout le monde se calme. Le Togo est un pays, l'Afrique c'est un ensemble. Nous sommes des amis de la France depuis des siècles et nous le resterons encore pendant des siècles. Heureusement que pendant 1 ou 2 siècles, Macron ne sera plus là. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mon père, est-ce Sami Saïs? Oui, bon, pas jusque-là, parce qu'on n'a pas célébré la messe pour dire que la messe se termine. Il ne faudrait pas que les gens disent, mais qui est ce prêtre qui confond le sacré avec ce qui se vit ici, c'est une forme de messe aussi. Qui est importante, mais bon, tu sais, ce sera un autre débat, à quel moment on parle de messe. Mais je voudrais très humblement dire que souvent on dit que nous les Africains, on a la gueule forte. Et je me demande si à l'international, nous connaissant comme tel, on ne nous provoque pas des fois. Il me semble que le sujet abordé est plus profond. Oui, 15 secondes encore. La FMI, la Banque mondiale, l'économie internationale, le marché international, les sous-régions, les institutions. C'est très complexe. Je sais que c'est un sujet complexe, mais il faut 2 éléments. D'abord, nous devons travailler. Ouais. Soyons des hommes et des femmes qui travaillent. Et qui Deuxièmement, ayons des dirigeants qui ont un projet de développement et qui ne sont pas là simplement pour le pouvoir, mais qui sont là pour le bien commun, le bien de leur population. Oui, et en ce moment, nous devons les soutenir. Vous reviendrez bientôt, parce que là, nous arrivons déjà à la fin de notre forum. Gilda Djamajako a assuré la réalisation. Rebecca Vessou était sur les caméras. Bonne condition d'écoute pour la Coupe du Monde qui démarre très bientôt sur vos chaînes New World. Ce sera la fête. À tout de suite.